Bonsoir à tous, ravi de vous trouver ou de vous retrouver dans cette salle pour évoquer un sujet qui nous est cher à tous les deux, qui est donc la conquête de l'espace. Alors sous ce terme peut-être un peu générique, on classe effectivement tout ce qui concerne l'exploration du système solaire ou de l'univers au travers des moyens satellitaires, des moyens astronautiques, mais aussi, et comme l'a souligné notre présentatrice, les activités spatiales sont aussi largement dominées par les satellites qui observent la Terre. Et il faut savoir que, en particulier en Europe, à l'Agence spatiale européenne, un effort très très important est fait pour, je dirais, les satellites au service de la vie quotidienne, et non seulement de la vie quotidienne, mais on vous en parlera tous les deux, au service aussi des problèmes actuels de la Terre, c'est-à-dire le réchauffement climatique, c'est-à-dire la lutte contre la pollution, l'aménagement du territoire, etc. Donc cette conquête spatiale, il faut bien que vous l'entendiez sous ces deux aspects, exploration du système solaire, exploration de l'univers, mais aussi apport des satellites à la vie quotidienne et à la Terre elle-même. Donc, alors c'est un peu difficile en 30 minutes de résumer un peu tout ça, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Donc, c'est vrai, comme il était dit tout à l'heure, eh bien, le 4 octobre 1957, pour la première fois, l'homme réussissait à vaincre la gravité et à lancer pour la première fois un satellite. Alors cet homme était l'Homo Sovieticus, si je puis dire, qui a lancé un satellite qui avait une masse de 86 kg, qui avait simplement un émetteur et un récepteur. C'était tout. Encore, je ne sais même pas s'il avait un récepteur, il avait qu'un émetteur. Mais c'était vraiment le début donc de l'ère spatiale, et cela fait 50 ans. Donc, 50 ans plus tard, eh bien, on peut faire le constat que l'ensemble des agences spatiales du monde entier ont lancé à peu près, alors je n'ai pas le décompte exact, mais de l'ordre de 5500 satellites ou sondes spatiales, sondes pour explorer le système solaire et l'univers. Et cette activité est à mettre à l'actif de 9 pays qui ont lancé leurs propres satellites. Un certain nombre de pays, il y a un grand nombre de pays ont des satellites dans l'espace, on peut penser à l'Égypte, à Taïwan, à des pays comme ça, mais ils n'ont pas été capables par leurs propres moyens, parce qu'ils ne disposaient pas d'une fusée, de lancer leurs propres satellites, et ils se sont adressés donc à l'un des 9 pays que j'évoque tout à l'heure, c'est-à-dire l'Union soviétique, les États-Unis, dans l'ordre la France, la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Inde et Israël. Israël est le dernier à avoir mis un satellite sur orbite en 1988. Donc voilà le club des 9 pays qui sont capables par leurs propres moyens de lancer des satellites. Et puis dans ce club, il y a un sous-club qui sont les pays qui, par leurs propres moyens, ont mis des hommes sur orbite. Alors là, le nombre est beaucoup plus restreint. Il y a d'abord l'Union soviétique, vous vous souvenez, en avril 61, Yuri Gagarin, le premier homme de l'espace. Et puis, quelques mois plus tard, il y a eu John Glenn, l'Américain. Et un troisième pays les a rejoints récemment, en 2003, c'est la Chine populaire. La Chine populaire a lancé ses propres... Enfin, d'abord un spationaute, un taïkonaute, comme on dit là-bas. Et ils ont fait un vol ensuite, en 2005 ou 2006, avec 2 taïkonautes à bord d'un vaisseau qui ressemble beaucoup au vaisseau Soyouz soviétique. Donc voilà pour ce qui concerne les pays qui ont accédé à l'espace. Alors, donc, toute cette activité spatiale, il faut voir, elle a été bénéfique, a été au service de, en gros, 4 ou 5 activités. Alors d'abord, c'est pas par ordre prioritaire, je dis cette liste et on peut la mettre dans tous les sens. D'abord, accroître la connaissance de l'univers et du système solaire, et on verra tout à l'heure au travers de quelques exemples ce que ça nous a apporté. Améliorer la vie quotidienne des hommes, la vie quotidienne sur Terre. Surveiller la Terre, donc le problème d'environnement, problème de réchauffement climatique, problème de catastrophes naturelles aussi, prévention mais aussi aide aux sinistrés. Les militaires, bien sûr, sont aussi très partie prenante dans cette affaire spatiale, et en particulier dans le domaine de la défense et de la sécurité. Alors on verra aussi tout à l'heure, si on a le temps, le gros du travail, si je puis dire, est fait par les Américains, qui de loin, dans le domaine de l'espace militaire, dominent le monde entier.
hein. Pour vous donner déjà un ordre d'idée, en 2005, les militaires américains ont dépensé de l'ordre de 36 milliards de dollars pour l'espace militaire, les satellites militaires. En Europe, on est arrivé à 960 millions. Donc il y a un rapport de 1 à 40 en gros, hein. Donc vous voyez que les Américains, dans ce côté-là, dominent largement. Et puis l'autre domaine, qui n'est pas des moindres, puisqu'il fait partie d'un très vieux rêve de l'homme, là aussi j'en dirai quelques mots tout à l'heure, donc de permettre à l'homme d'explorer lui-même physiquement l'espace, donc d'assurer une présence de l'homme dans l'espace. Donc vol habité, vie à bord des stations, et puis comme vous en souvenez sans doute, eh bien une escapade a été faite en 1969, l'homme est parti sur la Lune, et on est revenu en 1972. Donc voilà en gros les grands secteurs d'activité concernant l'espace. Alors, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les raisons qui ont motivé l'homme de partir dans l'espace. Alors, il y a d'abord une très très vieille raison. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'espace ne commence pas le 4 octobre, enfin la conquête spatiale ne commence pas le 4 octobre 1957, il y a 50 ans. Le premier ouvrage écrit sur le voyage de l'homme dans l'espace, et en particulier le voyage de l'homme sur la Lune, a été écrit en 160 après Jésus-Christ, par Lucien de Samosate, un grec qui habitait à Antioche, donc là, à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Et cet écrivain nous dit qu'un beau soir en Méditerranée, ceux qui pratiquent la Méditerranée savent très bien que le soir, il y a un vent qui se lève, qui s'appelle le Meltem. Et ce soir-là, le vent était particulièrement violent qu'un navire qui rentrait dans le port d'Antioche a été emporté dans un tourbillon et est arrivé sur la Lune. Donc voilà là, le premier moyen de transport pris par l'homme pour aller sur la Lune. Alors, je vous dirais qu'entre le IIe siècle et Jules Verne, c'est-à-dire le milieu du XIXe siècle, on peut dénombrer à peu près, en langue française, anglaise et espagnole, à peu près 300 ouvrages qui nous parlent du voyage de l'homme dans l'espace. Donc vous voyez, c'est pas anodin, hein, c'est pas une idée qui est récente. Alors, bien sûr, tous ces romanciers vont utiliser les moyens qui existent à l'époque pour aller dans l'espace et sur la Lune. Alors, le bateau, on l'a vu, on va utiliser les oiseaux aussi. Toujours ce même philosophe grec eh bien, a écrit un deuxième roman dans lequel eh bien, il emmène l'un de ses héros sur la Lune avec des oiseaux. Alors ça, c'est une gravure, à droite, c'est une gravure qui date du XVIIe siècle, qui était faite pour illustrer un autre roman. Mais vous voyez, donc les oiseaux ont joué un rôle particulièrement important dans la conquête spatiale. Alexandre Dumas, au XIXe siècle, a écrit un roman dans lequel il met en scène le jardinier de son père qui part dans la Lune sur le dos d'un aigle. Donc, alors, on va trouver aussi des moyens tout à fait étonnants, et en particulier notre héros national, Cyrano de Bergerac. On est donc au XVIIe siècle à peu près, et à lui seul, Cyrano de Bergerac va inventer 9 moyens pour aller dans l'espace. Alors, je vous ne citerai pas les 9, je vous en donnerai 2 ou 3 parce qu'ils méritent d'être cités, tant par leur poésie que par leur drôlerie. D'abord, Cyrano, c'est le premier qui imagine la fusée pour aller dans l'espace. Et le premier, là, toute catégorie confondue, c'est lui, XVIIe siècle, il dit pour aller dans l'espace, il faut une fusée. Alors, il n'appelle pas ça une fusée, il dit des feux de salpêtre successifs, donc c'est déjà une fusée à étage. Hein, vous voyez, j'ai coutume de dire que j'aime beaucoup La Bruyère, et La Bruyère disait « Tout est dit et l'on vient trop tard ». On a l'impression qu'on invente quelque chose, mais en fin de compte, déjà des gens y ont pensé avant vous. Alors, ils n'ont peut-être pas peaufiné la technologie, c'est vrai, mais l'idée a été énoncée depuis bien longtemps. Et vous voyez, cette affaire de fusée, c'est une affaire très ancienne. Et l'un de ces moyens utilisés par Cyrano, Cyrano met dans un traîneau en fer ses voyageurs, qui ne sont pas en partance pour la Lune, et sur les genoux des voyageurs, il y a un aimant. Et au signal donné, eh bien, les voyageurs lancent l'aimant devant, et bien sûr, l'aimant va attirer le traîneau en fer. Alors vous répétez pendant 384 000 km l'opération, et vous arrivez sur la Lune. Alors c'est fantastique, parce que vous pouvez même faire des marches arrière, vous pouvez faire des créneaux, enfin, extraordinaire. Hein. Alors bien sûr, on est dans le roman, c'est évident. Hein. Un autre moyen tout à fait intéressant, et vous avez une illustration sur la photo de gauche, Cyrano met l'un de ses héros le matin dans un champ, et le champ est rempli, l'herbe est remplie de rosée liquide,
Et donc, il va recueillir cette rosée liquide qu'il va mettre dans les fioles qu'il dispose autour de la taille. Et il attend ensuite que le soleil se lève, et la chaleur dégagée par le soleil au lever, eh bien, va transformer la rosée liquide en rosée vapeur, et tout d'un coup, notre homme va s'élever et partir dans l'espace. Elle n'est pas belle, la vie, hein? C'est extraordinaire. Et un autre moyen, alors je vous conseille d'essayer ce week-end, peut-être pas, enfin je sais pas, vous verrez, hein. Il paraît que la moelle de bœuf, la moelle des os de bœuf a une propriété tout à fait étonnante, c'est que si vous vous en enduisez de corps, eh bien, vous êtes attiré par la Lune. Alors je vous conseille d'essayer, on en reparlera la semaine prochaine si vous voulez. Mais donc voilà, c'est plein de poésie. Alors tout ça pour vous dire que l'espace est très empreint de poésie. C'est de la science, c'est de la technologie, c'est vrai, mais il y a une dimension poétique tout à fait importante. Alors je fais un grand bond en avant, on arrive au 19e siècle, et bien sûr, on arrive vers l'incontournable Jules Verne. Alors moi, ce qui me fascine dans Jules Verne, c'est que il va inventer un moyen tout à fait aberrant pour aller dans l'espace. Le canon. Il met les voyageurs dans l'obus, on met le feu à la poudre, l'obus va être projeté dans l'atmosphère. Enfin, vous vous rendez compte, la survie des voyageurs est absolument n'est pas possible, c'est vrai. Et il n'y a pas grand-chose de vraisemblable dans ce que raconte Jules Verne. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a quand même des choses tout à fait étonnantes, mais il n'y a pas grand-chose de vraisemblable. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jules Verne, c'est lui qui va vraiment être l'initiateur, en 1865, au milieu du 19e siècle, du départ, en fin de compte, de cette conquête spatiale. Et il va inspirer, je dirais, les grands précurseurs de l'astronautique à la fin du 19e, au début du 20e, et ensuite, il va donner ce goût du voyage dans l'espace aux premiers ingénieurs, aux von Braun, aux Korolev russes, etc. Et même je dirais, à de nombreux cosmonautes. Il suffit d'en parler avec Jean-Pierre Régneray. Je rappelle que Jean-Pierre Régneray, quand il était dans la station Mir, il a fait monter par le cargo Progress, le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune, pour voir un petit peu où était la vérité. Donc vous voyez, Jules Verne a créé tout un climat tout à fait étonnant, et on peut dire qu'il a été, je dirais, un peu à l'ouverture, sinon beaucoup à l'ouverture de l'ère spatiale. Et puis on ne peut pas faire ce tour d'horizon, mais vraiment très très rapide, sans bien sûr évoquer plus près de nous Hergé. Hergé et Tintin. Alors moi, je suis né quasiment avec Tintin, et moi je suis fasciné, parce que vous voyez la fusée que vous avez là, avec ces damiers rouges et blancs, eh bien c'est la fusée du 21e siècle. Cette fusée est à propulsion atomique. Cet ouvrage a été écrit en 1954. Hein, et quand vous regardez les scaphandres du capitaine Haddock et de Tintin, ça n'a pas grand-chose de différent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence avec ceux qu'on a pu voir de Neil Armstrong ou de Buzz Aldrin sur la Lune. Donc, vous voyez à quel point ce rêve de l'homme d'aller dans l'espace a été entretenu pendant 2 millénaires par les écrivains. Alors, donc, pour poursuivre dans les raisons, comme vous le voyez, et je crois que c'est inscrit dans l'histoire de l'homme, il a un grand besoin de voyage et de conquête. Ça, c'est vrai, quand on essaie de remonter il y a 1,5 million d'années à l'Australopithèque, né probablement en Afrique, et qu'on s'aperçoit au fur et à mesure des âges qu'il a migré dans tous les coins de la planète. Il est monté au sommet de l'Everest, il est descendu dans les profondeurs, il est allé au pôle, Amundsen, Scott, enfin, etc. Donc l'homme a occupé tous les territoires que lui offrait la nature. Et on se demande pourquoi l'espace échapperait à cette envie de voyage. Hein, ça, c'est tout à fait clair. Et puis, il faut dire aussi que l'espace est un lieu de découverte, un lieu d'aventure. Alors là, je me place au plan individuel, et un lieu de dépassement de soi. Je crois que quand on discute avec des astronautes, c'est vraiment ce qui ont motivé leur carrière d'astronaute, c'est véritablement le dépassement d'eux-mêmes et l'aventure. Autre raison aussi, bien évidemment, l'irrésistible besoin de connaître. La connaissance, là encore, ça fait partie de l'homme. Et connaître le système solaire, connaître l'univers, avec toutes ses dimensions, non seulement scientifiques, mais à la fois philosophiques, religieuses. Donc l'espace rentre dans ce besoin de connaître, sans aucun doute. Alors, je dirais que jusqu'en 57, c'était à peu près les raisons qui motivaient l'homme pour aller dans l'espace.
En 57, on voyait pas trop encore ce que pouvait apporter l'espace à la vie quotidienne sur Terre. Et on l'a commencé à découvrir, les bénéfices des satellites à la vie quotidienne sur Terre, à partir de 1960, lorsque les Américains ont lancé les premiers satellites de navigation, les premiers satellites de télécommunication. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas imaginées quelques 50 ans auparavant ou un siècle auparavant. Mais progressivement, on s'est aperçu que l'espace pouvait rendre des services à la vie quotidienne, à la vie des terriens. Donc ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Et puis, quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis 50 ans, et vous le sentez depuis quelques minutes, eh bien l'espace a des dimensions tout à fait nombreuses. La politique, j'y reviendrai tout à l'heure, la politique entre États. On verra que pendant la guerre froide, l'espace était un enjeu politique très très fort. Un enjeu scientifique, ça c'est clair. Un enjeu militaire, on en a dit 2 mots. Un enjeu économique, je mettrais un petit bémol. Le marché de l'espace, c'est peut-être pas tout à fait le marché du pétrole ou le marché de l'automobile. Hein. Mais c'est quand même l'espace en Europe, c'est 30 000 personnes, c'est 30 000 emplois. Aux États-Unis, c'est 500 000 personnes. Donc, vous voyez, ça a une activité économique tout à fait notable. Et puis, l'espace, bien évidemment, s'insère aussi dans un processus culturel. Donc, vous voyez, les raisons d'aller dans l'espace sont vraiment très, très nombreuses. Alors on va regarder un peu plus profondément quels sont les enjeux. Alors, dès l'ouverture de l'ère spatiale, en 1957, eh bien, le principal enjeu, je dirais, puisqu'on avait 2 pays protagonistes, qui étaient l'Union soviétique et les États-Unis, eh bien, l'espace était un enjeu de puissance entre ces 2 pays et un enjeu de prestige, ça c'est clair. Entre 1957 et 1972, c'est-à-dire la fin du programme Apollo, eh bien, ces 2 pays ont lutté pour être le premier dans l'espace. Donc ça a été, je dirais, toute la période des grandes premières. Premier homme, première femme, premier chien, premier satellite. Bref, l'espace était un endroit de compétition, et un endroit de compétition pour satisfaire le prestige de l'un ou l'autre de ces pays. Et à ce jeu, l'Union soviétique y a gagné beaucoup, parce que je ne sais pas si les moins jeunes d'entre nous se rappellent, mais on n'imaginait pas en 57 que l'Union soviétique aurait été le premier pays à lancer un satellite. Hein, pour nous, à cette époque, c'était une affaire scientifique, et seuls les États-Unis, souvenez-vous, on était envahis par un tas de technologies venant des États-Unis. Pour nous, l'espace pouvait venir que des États-Unis, mais pas du tout, il est venu de l'Union soviétique. Et donc, l'espace a été le grand révélateur de l'Union soviétique comme puissance scientifique. Et d'ailleurs, Khrouchtchev, le premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, ne s'y est pas trompé, puisque, un peu surpris par le succès du Spoutnik, immédiatement, il a demandé à ses ingénieurs de réaliser d'autres exploits, et ça, non seulement pour, je dirais, cimenter encore un peu plus les aspects scientifiques de l'Union soviétique, mais aussi pour acquérir encore plus de prestige au plan international. Et puis, après, on a vu, à partir de 1965, de nouveaux arrivants, je les ai cités tout à l'heure, la France, la Chine, etc., Inde, Israël. Et aujourd'hui, on assiste je dirais, à la montée de pays du 3e cercle. On voit aujourd'hui des pays comme Taïwan, des pays comme la Corée du Sud, ou même le Nigeria, qui viennent de créer une agence spatiale et qui ont dit en 2030, on fera notre propre fusée, on créera nos propres satellites. Alors, je ne sais pas s'ils y arriveront, mais on voit aujourd'hui un certain nombre de pays, je dirais du tiers-monde, entre guillemets, essayer d'accéder à l'espace pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Hein. Donc, enjeu de prestige, enjeu de puissance entre États. Enjeux militaires et sécuritaires, eh bien c'est clair, à partir de 1960, l'espace a été un enjeu militaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Pour les États-Unis, avec les satellites, pour eux, il s'agissait de voir si les soviétiques avaient un grand nombre de missiles opérationnels sur leur territoire. Je rappelle qu'à cette époque, les études américaines montraient que les soviétiques avaient de l'ordre de missiles stratégiques porteurs d'armes nucléaires sur leur territoire. Et les Américains ont donc bâti un programme de satellites espions. Et en fin de compte, au bout de 6 mois, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas 1000 missiles soviétiques opérationnels, mais simplement 10. Donc vous voyez, l'espace là, a apporté un outil de renseignement tout à fait important pour connaître et décider en conséquence. Et puis bien sûr, l'espace militaire a fait appel à d'autres types de satellites, les satellites météorologiques évidemment, les militaires sur champ de bataille ont besoin de savoir comment est la météo, les télécommunications, les navigations et bien d'autres choses. Donc vous voyez, l'espace
enjeu de défense, enjeu de sécurité. L'espace aussi, enjeu scientifique et technologique, mais ça, je crois que personne ne pourra douter de cet aspect. Je vous donnerai simplement un exemple. Enjeu scientifique dans le domaine de la propulsion. Vous savez, vaincre la pesanteur, eh bien, il a fallu un certain nombre d'années, et même un certain nombre de siècles. Hein. Il a fallu attendre, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les rêves de l'homme dans un voyage dans l'espace datent du IIe siècle, il a fallu attendre le 2e millénaire pour pouvoir aller dans l'espace et mettre au point les technologies importantes de propulsion. Alors, vous vous souvenez peut-être de cette fusée Saturne V qui, en 1969, a emmené des Américains sur la Lune. Cette fusée Saturne V avait une hauteur de 110 mètres. Sa masse au décollage était de 2900 tonnes. Le premier étage de cette fusée, qui avait 40 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, avait une puissance, je pèse mes mots, une puissance équivalente à celle de 120 centrales EDF de 1200 mégawatts. Voilà le concentré d'énergie qu'il y a dans une fusée pour vaincre la pesanteur. Les 5 moteurs du premier étage consommaient 15 tonnes de carburant par seconde. Voilà les quelques chiffres que je voulais vous donner et qui montrent à quel point l'espace est un domaine de technologie et de science sans aucun doute. Alors le guidage, on pourrait en dire la même chose. Vous savez, rentrer de la Lune, c'est une opération qui est tout à fait délicate. Il ne faut pas rentrer avec une incidence dans l'atmosphère, avec une incidence trop faible, sinon on rebondit sur les couches de l'atmosphère et on repart dans l'espace. Il ne faut pas rentrer non plus avec une incidence trop forte, sinon on arrive avec une vitesse trop importante et on se brûle dans l'atmosphère. Donc pour rentrer de la Lune, il fallait un angle de 5,2 degrés avec une tolérance d'1 degré. Vous voyez, 1 degré, c'est pas énorme. Donc il fallait des systèmes de guidage tout à fait performants. L'espace aussi, bien sûr, a mis au point des matériaux résistants aux températures, haute température, le traitement des données, l'informatique, enfin bref, tout ça est presque évident, mais vous voyez que bon nombre de secteurs scientifiques ou technologiques entrent dans ces affaires spatiales. Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'espace était un enjeu de compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais l'espace est aussi un enjeu de coopération très très vive. Je vous donnerai un exemple. La Station spatiale internationale qui tourne autour de nos têtes depuis 1998. Il y a 16 pays qui collaborent à cette station internationale. Aujourd'hui, il n'y a pas un programme de l'Agence spatiale européenne ou du CNES, le Centre national d'études spatiales en France, qui n'est pas fait en coopération. Il y a au moins 2 ou 3 pays européens, sinon les États-Unis, l'Inde, même la Chine. C'est un domaine de coopération. Ariane, par définition, Ariane, lanceur européen, Ariane, alors je ne sais plus combien de pays, enfin en tout cas il y a 17 pays dans l'Europe spatiale, mais il y a peut-être 12 ou 13 pays qui, de l'Europe, participent à Ariane. Donc vous voyez, c'est un endroit fort de coopération internationale. D'ailleurs, vous le voyez bien, les médias, quand ils citent la coopération en Europe, ont 2 exemples, Airbus, bon, qui est un peu dans les turbulences en ce moment, et Ariane, hein, et l'espace européen. Donc l'espace, enjeu de coopération très 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 fort. Alors, l'espace, enjeu économique, je vous le disais tout à l'heure, en gros, le chiffre d'affaires mondial de l'espace, de tout ce qui se passe dans le monde en matière spatiale, c'est de l'ordre de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Le marché mondial de l'automobile, c'est 15 fois plus. Hein, donc vous voyez, l'espace n'est quand même pas... ça mobilise pas des millions et des millions de personnes. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Quand on regarde les emplois, je le disais tout à l'heure, 500 000 emplois aux États-Unis, 35 000, alors je crois que c'est un petit peu plus faible maintenant en Europe, enfin autour de 30 000 personnes en Europe. Ce qu'il faut dire aussi, pardon, c'est que aujourd'hui, ces activités spatiales sont toujours financées à 80% par les États et 20% par le privé. Ce qui vous prouve, qui vous montre à quel point l'espace est une affaire déjà avec une dimension stratégique très forte et toujours du ressort des États. Ça, c'est un point très important. Alors, quelques autres chiffres aussi. En Europe, le budget de l'Agence spatiale européenne est aux alentours de 3 milliards d'euros.
Alors, bon, il y a des euros et des dollars. Alors, excusez-moi, il faut corriger de 40%, 45%. Mais vous voyez qu'en tout état de cause, on est encore très loin de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, le budget spatial, civil et militaire américain pour 2005 était de 55 milliards de dollars. Alors qu'en Europe, on est plutôt aux alentours de 6. Hein. Il y a un rapport pratiquement de 9. Hein. Bon, mais ça n'empêche pas qu'on fait des choses tout à fait intéressantes et importantes. Alors, je vais passer très rapidement en revue, mais vraiment très rapidement, un peu tous ces apports de l'espace. Alors, on a dit deux mots. Apport de l'espace à la vie quotidienne, télécommunications. Évidemment, les télécommunications sont développées par les satellites. Vous avez ici un gros satellite, un Telsat. La météorologie, hein, c'est clair. Alors, si vous avez des questions après, je pourrais vous donner des exemples, mais là, je passe un peu plus rapidement. Autre apport à la vie quotidienne, et ça, c'est un point très important parce que, à mon sens, c'est le seul système spatial manipulable par le citoyen, c'est le GPS. Hein, ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des GPS dans leur voiture, donc vous êtes acteur vous-même d'un système spatial. Mais il n'y en a pas deux, hein, j'en vois pas deux. Alors peut-être quand vous mettez une parabole sur votre balcon pour la télévision, mais vous la mettez et puis vous n'y touchez plus, donc c'est un peu moins interactif. Donc ce GPS, en Europe bien évidemment, ça devrait être Galileo qui a du mal à accoucher. Hein. Les applications sont multiples. Gestion des flottes de camions, des flottes de véhicules de transport, sauvetage. Je résiste pas quand même à vous donner un chiffre, la balise Argos dont vous avez entendu parler, mise en service avril 78, créée par la France, par le CNES, mise en service sur un satellite américain en 78, depuis cette époque, on a sauvé 21 000 personnes, 21 000 personnes avec la balise Argos. On n'en parle pas souvent, c'est dommage, mais voilà un des apports de l'espace aux terriens. La télémédecine, il y a des endroits, alors un peu moins en France, c'est vrai, mais dans des endroits comme l'Inde ou ailleurs, l'Inde d'ailleurs est tout à fait remarquable de ce point de vue, l'Inde a créé un satellite de santé, ELSAT, qui donc, dans les endroits les plus reculés d'Inde, vous n'avez pas de médecin, vous avez simplement, je dirais, un infirmier qui est capable de poser un électrocardiogramme et ces informations sont transmises par satellite à l'hôpital le plus proche, à 1000 ou 2000 km. Donc le satellite est important. Dans les avions, on va assister dans peu de temps à ce genre de choses aussi, être capable de faire un diagnostic d'un passager dans un avion qui a un malaise pour savoir s'il faut détourner l'avion ou pas. Hein. Ça, c'est la télémédecine a un rôle à jouer. Téléenseignement, même chose. Entre université indienne et université de Toulouse, eh bien, l'enseignement est commun et se fait par satellite. Je pourrais vous en citer bien d'autres. L'agriculture également, on fait aujourd'hui de l'agriculture de précision en mélangeant les données venant d'un satellite d'observation comme Spot avec d'autres types de satellites ou des observations par moyen terrestre pour essayer de minimiser, c'est un sujet important, la quantité d'engrais à mettre à tel ou tel endroit. On est capable d'analyser l'acidité du sol et de dire on va mettre plus d'engrais à un endroit qu'à un autre. Donc vous voyez, les satellites s'insèrent dans des endroits vraiment tout à fait quotidiens et importants. Dans l'affaire, quand il y a eu les inondations en 2001 dans la région de Villefranche-sur-Saône, ben vous voyez, on est capable de prendre des images avec les satellites, de voir où vraiment sont les inondations et d'aider les équipes d'intervention sur le sol. Bon, on pourra en parler au travers de quelques exemples tout à l'heure. Le trou d'ozone, le trou dans la couche d'ozone dans l'Antarctique, eh bien, les satellites sont capables effectivement de l'identifier et de suivre son évolution. Alors, il paraît qu'il est en train de se refermer en ce moment. Hein. Espérons en tout cas. Lutte contre la pollution. Vous voyez ici en bas à droite une photo prise par le satellite de l'Agence spatiale européenne, je crois que c'est Envisat ou ERS, je ne sais plus. C'est Envisat qui montre la pollution du Prestige en Espagne et au Portugal. Vous avez à gauche les feux de forêt en Californie, hein, il y a quelques semaines. Bon, avec les satellites aussi, on peut surveiller, on peut gérer les ressources terrestres, on peut, je dirais, être plus efficace dans le développement urbain. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, défense, sécurité, je vais parvenir là-dessus, simplement pour dire... Alors vous avez ici une photo à gauche qui est prise par un satellite espion américain d'une base de sous-marins soviétiques. Voilà, alors
C'est pas la plus précise, hein. Je vous en montrerai une tout à l'heure qui est plus précise que ça. Mais pour les militaires, c'est quand même tout à fait important. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que depuis 50 ans qu'il y a des satellites militaires dans l'espace, c'est tous des satellites passifs, c'est-à-dire des satellites d'observation et d'écoute. C'est pas la volonté qui a manqué aux militaires américains et militaires soviétiques de mettre des satellites de combat dans l'espace. Mais il y a toujours des réticences et des accords internationaux ont toujours un peu cadré la chose, hein. Sauf, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité du mois de janvier 2007, donc il y a 10 mois, les Chinois ont intercepté un de leurs satellites qui est à 800 km d'altitude et l'ont détruit avec un missile. Donc vous voyez, la Chine est en train de se positionner sur ce segment-là également, mais pour l'instant, il n'y a pas d'armes de combat dans l'espace. Alors, ces images sont tout à fait intéressantes parce que si je vous avais montré ces photos-là il y a 30 ans, à coup sûr, c'était des images venant de satellites espions américains, hein. Aujourd'hui, voilà ce que les satellites civils sont capables de faire. On a les mêmes performances aujourd'hui, quasiment les mêmes performances avec des petits satellites de 200 kg. La photo que vous avez là-haut, qui est une photo d'un barrage sur l'Euphrate, a été prise par un satellite civilo-militaire israélien, hein. Et vous avez en bas à droite le satellite Iconos américain qui a pris une photo de l'obélisque de Washington, hein. Donc vous voyez, il y a des performances tout à fait étonnantes aujourd'hui avec les satellites. Alors, l'homme dans l'espace, très rapidement, il y a eu effectivement dans les premiers temps l'idée de mettre un homme dans l'espace, Gagarine, les Américains avec John Glenn, et puis par la suite, eh bien, le défi, ça a été d'aller sur la Lune, et comme vous le savez, eh bien, le programme Apollo a été dédié à ça entre 1969 et 1972. Les Américains, à partir de ce moment-là, ont repris, je dirais, ont pris la première place aux Soviétiques en matière spatiale. C'était un défi politique avant tout. Il faut le savoir, le programme Apollo était plus politique que scientifique. Et les Soviétiques, qui ont été en fin de compte les battus de la Lune à partir de 72, se sont engagés dans ce segment des vols habités plutôt vers la présence permanente d'hommes à bord de stations tournant autour de la Terre. Donc ça a été les fameuses stations à partir de 71, Salyut 1 jusqu'à 7, puis Mir, dont la mise en service a été arrêtée en 2001. Aujourd'hui reste effectivement la Station spatiale internationale qui est en train de s'élaborer jusqu'en 2010. Bien, l'exploration de l'univers, à peu près 200 sondes, 250 sondes ont été envoyées dans l'espace pour la connaissance du système solaire, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que Géraldine va aller plus loin que moi. Bien sûr, le premier astre qui a été visé, c'est la Lune, qui a fait l'objet d'une compétition entre les Russes et les Américains. Bien évidemment, de l'ordre de 60 sondes ont été envoyées entre 58 et 76. L'Europe en a envoyé une en 2003, qui est un succès tout à fait remarquable. Un satellite américain, Clementine, que vous avez là, a détecté en 1994 de l'hydrogène sur Mars, donc on se demande s'il n'y a pas de l'eau, ce qui fait l'intérêt aujourd'hui d'un retour sur la Lune. Alors d'un retour des sondes automatiques américaines, certes, mais aussi japonaises, chinoises et indiennes. Aujourd'hui, l'exploration du système solaire est encore limitée, je dirais, à les États-Unis, Russie, Europe. Il y a de nouveaux arrivants, l'Inde, le Japon et la Chine. Mars, on a envoyé des sondes également, hein, et même on a détecté, comme vous le voyez là sur la photo, de la glace, de l'eau. Enfin de la glace, hein. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide à la surface de Mars. On a envoyé des petits rovers, hein, depuis 97, même à 97, on a eu le droit directement sur Internet à des images envoyées par ce robot. Les planètes géantes, eh bien toute une flottille de sondes, essentiellement américaines, d'ailleurs Pioneer, Voyageur, Galileo, et un succès tout à fait remarquable américano-européen avec la sonde Cassini-Huygens en 97. Galileo, enfin, vous voyez, toutes les planètes du système solaire ont vu des engins terrestres arriver, sauf Pluton, hein, mais il faudra attendre encore quelques temps. Et puis l'un des grands succès de l'Europe, c'est Titan, mais là je ne m'étends pas là-dessus, on vous en parlera tout à l'heure, sans aucun doute. Et même on est allé observer des astéroïdes, des comètes, chose qu'on n'aurait jamais pu faire avec des télescopes terrestres, avec des performances. Évidemment, on s'est approché à quelques centaines de kilomètres. C'est quand même Hubble, je passe très rapidement, Hubble est à lui seul un monde extraordinaire.
On est même allé jusqu'à mesurer le rayonnement de l'univers tel qu'il était il y a 380 000 ans après sa naissance. Hein. Vous voyez, des choses tout à fait remarquables. Alors tout ça, c'est ma dernière image, tout ça, évidemment, vous pouvez vous poser la question, mais tout ça coûte très cher. Moi, c'est souvent ce que j'entends, tout ça coûte très cher. Eh bien, vous avez devant vous ce que coûte l'espace civil et militaire pour un Américain, 150 € par an. Pour un Européen, 12 €. Vous payez 12 € par an pour les activités spatiales européennes. Je vais même vous dire, pour les vols habités européens dans l'espace, vous payez 60 centimes d'euros par an. Je rappelle aussi que, en moyenne, un Français consacre 480 € pour les jeux de hasard par an. Voilà. Alors je ne sais pas si on peut dire que l'espace est cher. L'espace a quand même quelques défauts, il faut bien le dire. En particulier le problème des débris dans l'espace. Depuis 50 ans, on lance des satellites dans l'espace. Il y a des bouts de fusée qui restent en espace et parfois il faudra attendre des siècles avant que ça retombe. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 35 millions de petits objets, écailles de peinture jusqu'aux gros satellites qui sont dans l'espace. Il y en a à peu près 10 000 qui ont plus de 10 cm de longueur. Ça, c'est un véritable danger. Il y a une pollution de l'espace, c'est vrai. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'en dehors du fait d'avoir des réglementations pour limiter le nombre de ces débris, eh bien, on ne sait pas trop comment pouvoir se débarrasser de ces débris. Donc ça, c'est une des tâches sans accent et avec accent de l'espace. Mais je dirais que pour le reste, ben, comme vous l'avez vu, je crois que ça a apporté quand même beaucoup, à la fois dans les connaissances, dans la vie quotidienne et pour l'ensemble des activités humaines. Voilà, je vous remercie. Alors, on va changer, si je comprends bien. Alors, je ne sais pas où il est le vôtre, mais on va le retrouver. Ah. Non, il faudrait... Voilà. Il est là. Il est là. Formidable. Eh bien, bien, non? Oui, ça y est. Voilà. Et là, vous le mettez sur le... Voilà. Voilà, et je disparais. Ah non. Allez-y. Pardon. Bonsoir. Donc, je m'appelle Géraldine Naja-Corbin et je travaille à l'Agence spatiale européenne où je suis responsable en particulier de la préparation du futur et des aspects institutionnels. Donc, je crois que Jacques Villain vous a déjà dit beaucoup de choses. Je vais peut-être essayer de compléter certains aspects et puis aussi de vous inviter à un petit voyage dans ce que l'espace nous permet de découvrir. Alors, comme l'a dit Jacques Villain, l'espace a un rôle unique à jouer. Et je pense que les moyens spatiaux sont à beaucoup d'égards irremplaçables. Parce que ce sont les seuls moyens qui nous permettent de collecter, de retransmettre, de disséminer instantanément de grandes quantités d'informations en tout point du globe. C'est-à-dire que même si en certains points du globe l'infrastructure sol n'existe pas ou n'existe plus parce qu'il y a eu un désastre, une catastrophe, eh bien l'espace peut suppléer et permet de transmettre cette information. Et dans la société de l'information qui est la nôtre, c'est évidemment une capacité unique. D'autre part, l'espace nous permet, et vous l'avez dit, de mieux comprendre le fonctionnement de notre planète, de comprendre comment interagissent entre elles les principales composantes de notre planète, les océans, les terres émergées, l'atmosphère, les glaces, de voir les effets éventuels du réchauffement climatique, mais aussi, dans le cas des grands traités qui sont en cours d'être conclus, de vérifier que ces traités soient bien appliqués. Mais aussi, et je crois que c'est un point important, de comprendre l'univers, de comprendre comment notre univers s'est formé, comment il a évolué, et aussi pourquoi la vie est apparue, peut-être ne serait-ce que pour savoir si nous sommes seuls dans l'univers, ou aussi pour protéger la vie telle qu'elle a pu se former sur notre Terre. Donc pour toutes ces raisons, l'espace est unique. Vous l'avez dit, bon, l'espace a aussi un aspect économique, industriel important. Pas fondamental, en effet, le marché de l'espace est tout petit au regard d'autres marchés terrestres, que ce soit l'automobile ou même l'aéronautique. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que l'espace permet, vous l'avez dit, le dépassement de soi, mais aussi le dépassement au niveau technologique. Quand nous devons concevoir une sonde qui va atterrir sur une lune de Saturne à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre, et que nous devons faire en sorte que cette sonde ne s'écrase pas,
et qu'elle atterrisse au bon moment et au bon endroit, c'est un défi technologique énorme. Et ce n'est pas de la technologie qui est développée en pure perte, c'est de la technologie qui ensuite sera réutilisée et aura des applications sur Terre. Donc l'espace contribue à ce que notre industrie reste à la pointe de la technologie, de l'innovation et de la compétitivité. Et puis j'ajouterai un autre aspect, c'est que à l'heure actuelle, il y a en Europe un vrai déficit d'étudiants dans les carrières scientifiques et techniques. On a de plus en plus de mal à motiver les jeunes pour embrasser des carrières scientifiques et techniques. Et souvent, l'espace est une motivation puissante et est un attrait important pour les jeunes pour aller travailler dans les carrières scientifiques et techniques. Il suffit d'un professeur qui parle, qui montre des exemples et aussitôt c'est tout de suite plus intéressant, c'est tout de suite un grand défi. Donc je crois que là aussi l'espace peut jouer un rôle. Alors si vous voulez bien, je vais vous emmener en voyage, une petite promenade depuis l'univers le plus lointain jusqu'à notre Terre. J'ai rassemblé des photos, essentiellement des photos, qui ont été prises essentiellement par des instruments européens ou par des instruments mis sur des sondes en coopération Europe et NASA. Alors là, voilà par exemple la photo, enfin une des photos les plus lointaines, ce sont les galaxies lointaines telles que vues par le télescope Hubble. Alors les plus lointaines, ça signifie que c'est à plus de 10 milliards d'années-lumière de nous. Cela signifie aussi que là, c'est un univers très jeune que nous observons, un univers qui a été pris dans ses premiers milliards d'années, peu de temps à l'échelle cosmique après le Big Bang. Alors beaucoup plus proche de nous, mais quand même à 7000 années-lumière de nous, la nébuleuse de l'Aigle que nous avons vue souvent, vous avez sûrement déjà vu cette photo que je trouve merveilleuse, puisque vous voyez donc ces grandes colonnes gazeuses qui ressemblent un peu à des stalagmites, qui mesurent environ 1,5 fois la taille de notre système solaire, sont des incubateurs d'étoiles. C'est-à-dire que ces colonnes sont formées d'hydrogène et de poussière interstellaire, et dedans, des globules de gaz denses vont se regrouper et vont former des étoiles. Alors cela dit, quand je vous dis qu'elle est à 7000 années-lumière, il y a assez peu de temps, un instrument d'une sonde de l'ESA qui s'appelle ISO, qui a repris cette nébuleuse en photo, et malheureusement, il est vraisemblable que cette nébuleuse ait été détruite il y a 6000 ans. Alors ça veut dire qu'en fait la photo que nous avons prise de cette nébuleuse, comme elle est à 7000 années-lumière, la lumière qui nous est parvenue a mis 7000 années pour nous parvenir. Donc il est tout à fait possible qu'en effet, 1000 ans plus tard, cette nébuleuse ait été détruite. Et ce qui nous permet de dire ça, c'est que dans les photos récentes prises de cette nébuleuse, on voit les traces de l'explosion d'une supernova proche. Et il est vraisemblable que l'onde de choc de la supernova ait détruit cette nébuleuse. Donc vous voyez, même dans ces galaxies très lointaines, on assiste à des événements violents, à des suspens, à des choses assez proches malheureusement de ce qu'on voit sur Terre. Alors là, on se rapproche carrément. Voilà notre galaxie, voilà notre système solaire. Alors là, c'est un dessin, donc je vais passer vite, des planètes de notre système solaire, et on va aller au premier, tout seigneur, tout honneur, notre Soleil, notre étoile, vu par l'Observatoire européen SO. Alors ce que vous voyez là, c'est donc une photo du Soleil, qui, vous voyez des protubérances gazeuses en haut à droite. Donc ce sont des matières, des gaz éjectés de la surface solaire. Alors il faut savoir qu'à la surface, la température n'est pas si énorme que ça, environ 5000, 5500 degrés. En revanche, dans la couronne, c'est-à-dire un peu plus loin, on est à 1 million de degrés. Et puis, il y a des plasmas d'hydrogène qui font des mouvements de convection. Et toutes ces explosions donc, à la surface de notre Soleil vont donner lieu à ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire des tonnes de matière ionisée qui vont se propager ensuite dans le système solaire à des très grandes vitesses, des vitesses relativistes. Alors toujours par le même instrument européen SO, dans l'ultraviolet, comme ça ne se voit pas, mais l'intérêt de cette photo, c'est une éruption solaire qui a complètement surexposé l'instrument par la violence de l'éruption.
Et effectivement, cela dit, les éruptions solaires, le vent solaire, les phénomènes qui se passent dans le Soleil ne sont pas étrangers à ce qui se passe sur Terre. Alors nous avons une énorme chance sur Terre, c'est que nous avons une magnétosphère qui défléchit les particules solaires et qui nous protège de ces particules, mais cela étant, les astronautes, eux, qui sont hors de la magnétosphère, ne sont pas protégés. Et puis, malgré la magnétosphère, les éruptions solaires ont quand même des influences éventuelles sur le fonctionnement de nos radars, de nos satellites ou de nos systèmes de fourniture d'énergie, peuvent causer d'ailleurs des coupures dans des systèmes de fourniture d'énergie. Donc tout cela fait que, à terme, et c'est un des projets qu'on a dans le futur, il sera intéressant d'avoir ce qu'on appelle une météorologie spatiale, prévoir ces éruptions solaires pour pouvoir se protéger et en protéger la Terre de ces effets. Donc, nous avons vu le Soleil. Alors effectivement, vous l'avez dit, un autre type d'objet que nous observons, ce sont les comètes. Et nous avons une mission en cours qui s'appelle Rosetta, qui est dédiée à l'observation et qui va se poser sur une comète, Churyumov-Gerasimenko, qui a un nom très difficile à... Mais cela dit, l'intérêt, c'est que les comètes, ce sont les objets primitifs du système solaire, et donc c'est très intéressant pour nous de comprendre la composition de ces comètes. Alors maintenant, on va passer en revue rapidement les planètes du système solaire. Tout d'abord Saturne, ses anneaux. Saturne a 48 lunes. La plus intéressante, c'est Titan. Et effectivement, nous avons réussi à visiter Titan avec la sonde européenne Huygens en 2005. Et là, avec Huygens, nous avons découvert un monde extraordinaire. Alors voilà une mosaïque d'images de Titan, prises à peu près, qui sont à peu près prises à 10 km de la surface de Titan pendant la descente vers Titan, qui couvre une zone de 30 km. Et là, sur Titan, nous avons donc observé un monde fascinant. Là, vous avez d'autres vues de Titan. On a mis pour comparer l'empreinte du pied de l'astronaute sur la Lune, qui est à la même échelle que la photo à côté de la surface de Titan. Donc, pour vous donner une idée du détail, des détails qu'on a pu observer avec cette sonde. Et on a découvert ce monde avec des océans, des rivières, des pluies, des nuages, mais pas d'eau, de méthane. Donc un monde très proche de la Terre, mais un monde fondé sur le méthane et non pas sur l'eau. Alors pour continuer notre voyage, voici Jupiter, voici ses lunes, telles qu'elles ont été d'ailleurs observées et dessinées par Galilée en 1610, et telles qu'elles ont été ensuite photographiées par Hubble. Et moi je trouve très émouvant, on voit la petite lune Ganymède et son ombre sur la surface de la planète, et je trouve ça très, très beau comme photo. Après Jupiter, un autre exemple, Vénus. Vénus, telle qu'elle est observée par notre sonde Vénus Express, en 2 canaux différents. Et vous voyez là les 2 hémisphères qui ont été reconstitués. C'est l'hémisphère sud, mais les 2 parties de Vénus. En fait, vous avez la partie de gauche qui est la partie jour, qui a été photographiée dans le visible, et puis la partie de droite, qui est la partie de la nuit, qui a été photographiée dans l'infrarouge, c'est-à-dire qui permet de voir les températures. Vous savez que Vénus est une planète sur laquelle règne de hautes températures et un effet de serre extrêmement important. Et d'ailleurs, mieux comprendre Vénus, ça nous permet aussi de mieux comprendre comment les mécanismes de l'effet de serre peuvent fonctionner sur Terre. La planète rouge, Mars, alors telle que photographiée par Hubble, et puis par Mars Express, vous avez déjà montré cette photo, moi je la trouve extraordinaire. C'est donc un cratère qui est situé au nord de Mars, dans la plaine Vastitas Borealis. Il fait 35 km de large, 2 km de profondeur, et puis au fond de ce cratère, vous voyez de la glace d'eau et de dioxyde de carbone. Très très belle image, et puis l'image qui suit, moi aussi je la trouve très très émouvante. C'est un coucher de soleil sur Mars, un coucher de soleil martien qui a été photographié par un rover de la NASA, le rover Spirit. Et voilà à quoi ressemble un coucher de soleil sur la planète Mars. Pour que nous n'oublions personne, une photo de la Lune telle que prise par Smart, c'est pas la plus belle, mais bon, c'est celle que j'avais sous la main. C'est un cratère qui s'appelle Pythagore, qui fait 120 km.
Et ça me permet de conclure ce petit tour du système solaire pour rappeler que l'Europe, on peut être fier de nos réalisations parce qu'on est la seule puissance spatiale à avoir été effectivement sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, enfin autour de Vénus, sur Titan, et à avoir donc visité toutes ces planètes et prochainement vers Mercure. Donc je voudrais dire que l'Europe de ce point de vue-là, a fait de grandes réalisations et avec un budget très inférieur à ceux de son partenaire américain, a réussi quand même de grands exploits. Alors on va donc maintenant carrément se revenir vers la Terre. Voilà la Terre telle que la voit le satellite Météosat, donc à 36 000 km d'altitude, ce satellite qui photographie régulièrement la Terre et vous avez les images le soir à la météo. Mais avant d'aller vraiment sur Terre, on va faire un petit détour par la station spatiale. Donc là, on est à 400 km d'altitude. Et là, c'est une photo de la station spatiale prise depuis la navette spatiale, c'est-à-dire la navette qui a visité la station et qui s'en éloigne, qui retourne sur Terre et qui, en partant, photographie la station spatiale. Je voudrais d'ailleurs à ce moment-là vous dire que bientôt l'Europe sera vraiment présente à bord de la station spatiale, puisque le 6 décembre, nous devons lancer notre module Columbus, qui sera le laboratoire européen attaché à la station spatiale. Et puis en janvier, nous aurons le premier lancement du véhicule de cargo et d'approvisionnement de la station, qui d'ailleurs s'appelle Jules Verne, pour rendre hommage à ce précurseur de l'espace. Donc le 6 décembre, tous en Europe, nous retendrons notre souffle parce que Columbus, le laboratoire Columbus, ça fait très longtemps qu'on attend qu'il soit lancé. Alors voilà, des photos d'un astronaute européen, un astronaute suédois qui participe à l'assemblage de la station en faisant une sortie extravéhiculaire. Et puis un autre astronaute européen, hollandais celui-là, qui lui fait des expériences scientifiques à bord de la station spatiale. Alors maintenant, on va aller sur la Terre. Voilà donc une mosaïque d'images, toujours des images de satellitaires européennes, du satellite Envisat, le plus gros satellite qui existe pour la collecte d'informations sur la Terre. Et là, donc, c'est une mosaïque qui permet de voir la couverture végétale terrestre. Alors, un peu moins verte et un peu plus inquiétante, toujours avec des images prises par Envisat. Là, c'est la carte de la pollution atmosphérique globale par le dioxyde d'azote. Et malheureusement, on voit assez bien quelles sont les zones polluées, qui correspondent évidemment aux zones industrialisées. Et on voit malheureusement que l'Europe est très, très concernée par la pollution atmosphérique. Image que vous avez montrée, le trou de la couche d'ozone, également image prise par Envisat, qui permet, oui c'est vrai, de constater que le trou dans la couche d'ozone se résorbe, mais enfin il semble surtout qu'il soit soumis à des fluctuations, donc il n'est pas malheureusement certain que cette diminution soit définitive. Il faut continuer à surveiller ça. Voilà l'Europe, toujours par une mosaïque d'images Envisat en couleur réelle, et puis la France. Alors maintenant, on va, à partir de ces images, réfléchir à ce que l'espace nous permet de faire pour le citoyen, pour les politiques européennes, et à quoi ça nous permet d'arriver. Alors quelques exemples, vous en avez déjà cité. Par exemple, voilà un exemple de service que l'espace peut rendre. Eh bien, on peut, on peut faire le suivi des glaces polaires, le suivi de la fonte des icebergs, et ainsi définir des routes pour les navires brise-glace. Ça permet d'économiser d'ailleurs pas mal de carburant et de faire des routes plus courtes pour les brise-glaces. Ça permet malheureusement aussi de vérifier que la fonte des glaces est réelle et assez importante. Là, vous l'avez montré déjà, c'est le Prestige. Donc c'est la tache d'huile, mais elle est très sombre, on la voit pas très bien. C'est vérifier et suivre les effets de la pollution par hydrocarbures. Et là, c'était le Prestige qui avait fait une pollution au large de l'Espagne. Là, on le voit mieux, c'est l'évaluation des dégâts post-tsunami, donc en décembre 2004 en Indonésie. Donc là, l'image de gauche, c'est avant le tsunami. L'image de droite est les zones
submergés sont en rose ou en violet, et donc ça permet de faire une carte de dégâts assez rapide, de savoir où les secours doivent être apportés en priorité, et de savoir aussi quelles sont les infrastructures endommagées ou qu'on ne peut plus réutiliser. Autre exemple qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose auquel j'avais participé, c'est la coopération. On a eu une coopération importante avec la protection civile française. Vous aurez d'ailleurs dans cette série de conférences Jérôme Béquignon qui a été un des artisans de cette coopération. Et dans cette coopération avec la protection civile française, on avait mis au point un service par lequel on fournissait pendant l'été des cartes de risque sur les feux de forêt. C'est-à-dire qu'à partir de données nous permettant de regarder l'humidité ou la sécheresse des sols, la température au sol, etc., on savait quels étaient les endroits où le risque de feu était le plus élevé, ce qui permettait à la protection civile de déployer ses moyens de manière optimisée et donc d'être plus rapidement sur place. Autre exemple, les cartes de camps de réfugiés dans le Darfour. On fait des cartes satellitaires de ces camps. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut vérifier si ces camps augmentent, deviennent plus importants. Et surtout, il faut pouvoir donner une adresse aux réfugiés, car sinon il est très dur de les localiser, on ne sait pas où les trouver. Et grâce à ces cartes, on peut donner une adresse à ces gens. Dernier exemple, c'est un programme que nous avons fait en coopération avec les Nations Unies. C'est la détection des plantations et des récoltes illicites. Donc, par exemple, dans la forêt colombienne, on sait quels sont les endroits qui sont susceptibles d'abriter des plantations de coca. C'est d'autant plus difficile à détecter que généralement ces endroits sont dans la forêt, qui est généralement recouverte de nuages, toujours un peu difficile à observer dans le visible. Mais avec Envisat, on peut puisque c'est un satellite radar, donc le radar traverse les nuages, permet d'observer par tout temps, on peut détecter les zones susceptibles d'abriter des plantations illicites. Et là, on a une précision qui est plus grande que 90%, donc qui est très très bonne. Donc voilà le type de service que l'on peut rendre. Je voudrais effectivement ajouter que tous ces services reposent sur des satellites d'observation de la Terre, mais les satellites d'observation ne sont rien eux-mêmes si on n'a pas les moyens de transmettre l'information, c'est-à-dire les télécommunications, et de plus en plus les moyens de se positionner et de se diriger, donc les systèmes de positionnement et de navigation. Alors effectivement, il y a Galileo, notre GPS européen. Le premier satellite Galileo est déjà en orbite, il les met déjà en orbite. Les problèmes, je pense qu'on peut le dire avec confiance, sont vraiment en voie de résolution et normalement la solution définitive sera trouvée pour financer complètement le système Galileo en décembre au Conseil européen. Et donc très rapidement se mettra en place une constellation de 30 satellites qui donnera à l'Europe les moyens autonomes de navigation. Et je dirais que les satellites de navigation ne servent pas seulement à positionner, à se diriger en voiture ou en montagne ou en voilier ou ce qu'on voudra. Ils ont aussi une importance stratégique. Je voudrais rappeler qu'ils font aussi de la synchronisation et que par exemple, toutes les bourses, à l'heure actuelle, toutes les bourses sont synchronisées par le biais du GPS. Qui quand même donne une arme et une importance significative à un système comme celui-là, puisqu'on peut complètement, j'allais dire, dérégler l'économie d'un pays en enlevant ce moyen de synchronisation des opérations financières. Donc n'oublions pas que l'espace, les services rendus par l'espace combinent généralement plusieurs systèmes. Et d'ailleurs, c'est le sens de ce qu'on fait de plus en plus, qu'on appelle les applications intégrées, c'est-à-dire qu'on combine plusieurs sources de données, spatiales, non spatiales, des sources d'observation, de télécom, de navigation, pour fournir un service. Si bien qu'à l'arrivée, on ne sait plus si les données ont été fournies par tel ou tel satellite, peu importe. Ce qui compte, c'est de donner un service complet, un service intégré. Et comme vous l'avez dit, ça a des applications dans beaucoup de domaines. La gestion des crises, mais aussi l'éducation, l'énergie, le développement. Beaucoup de domaines peuvent bénéficier de la combinaison de données de satellites et de systèmes terrestres. Mais
un dernier point que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une condition sine qua non à tous ces services que l'espace permet de nous rendre, c'est le fait de pouvoir accéder à l'espace. Et de ce point de vue-là, certainement, un des éléments clés, et je dirais l'épine dorsale de la politique spatiale européenne, ça a toujours été le fait que l'Europe dispose d'un moyen de lancement autonome, fiable et commercialement compétitif. Donc c'est Ariane, et là vous avez cette belle photo d'Ariane 5 sur son pas de tir, entourée de ces 4 tours anti-foudre, et puis un des lancements les plus récents, Ariane 5 au décollage en mai 2007. Là nous attendons un lancement qui devrait avoir lieu ce soir, donc on croise les doigts pour Ariane. Alors je vais peut-être terminer rapidement en parlant un petit peu des perspectives pour l'avenir. Très rapidement, qu'est-ce que l'Europe envisage pour l'avenir comme programmes spatiaux, comme objectifs spatiaux? Peut-être d'abord commencer par vous rappeler que donc l'Europe a une agence spatiale. Elle a plusieurs agences spatiales nationales, le CNES étant évidemment la plus grande, mais elle a une agence spatiale européenne, l'ESA, donc qui a été créée en 1975, qui compte à l'heure actuelle 17 États membres et qui est à l'origine de beaucoup de ces grands programmes dont on a parlé, Ariane, mais aussi Météosat, mais aussi le satellite Envisat, les premiers satellites de télécommunications européens, la participation à la station spatiale, tous les programmes de sciences. Donc c'est un programme assez complet. Effectivement, vous l'avez dit, nous avons un budget qui est de l'ordre de 3 milliards d'euros par an, donc qui est relativement modeste comparé à nos grands partenaires et compétiteurs, qu'ils soient américains ou russes d'ailleurs, ou chinois. Donc l'ESA a son siège à Paris et puis il y a des organismes un peu partout en Europe. Bon, les étapes, je crois qu'on en a parlé. Effectivement, la coopération internationale est un élément clé parce que la plupart de nos programmes, en particulier scientifiques, sont conduits en coopération. Et même les domaines spatiaux qui relèvent aussi de la compétition intègrent toujours une part de coopération. Donc l'espace reste un domaine privilégié pour la coopération. Alors, je dirais que récemment, un développement important de la politique spatiale européenne a été l'implication beaucoup plus grande de l'Union européenne dans le domaine spatial. C'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne n'est pas une institution de Bruxelles. L'Agence spatiale européenne est indépendante de la Commission européenne, de l'Union européenne. C'est une organisation intergouvernementale qui a sa propre convention, ses propres États membres. Par exemple, nous avons la Suisse et la Norvège qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Mais de plus en plus, l'Union européenne a compris que l'espace est un outil essentiel pour ses politiques, qu'il s'agisse d'environnement, de sécurité, de transport, de recherche. Elle a besoin des moyens spatiaux et donc il y a un rapprochement qui s'est instauré et le rapprochement d'ailleurs s'est concrétisé par le fait qu'ensemble, l'ESA et la Commission européenne ont élaboré une politique spatiale européenne. Donc c'est certainement une évolution qui va s'accroître et nous espérons bien que l'Union européenne prendra de plus en plus conscience du besoin d'assurer la pérennité des services spatiaux et de prendre en compte cette dimension stratégique de l'espace. Alors, quelques mots sur les programmes futurs. Je pense que les programmes futurs seront assez peu différents, si je puis dire, des programmes actuels. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une forte composante scientifique. Je l'ai dit, la perspective d'une mission vers Mercure et puis de beaucoup d'autres missions d'exploration de l'univers. Toujours les lanceurs, et il faudra réfléchir à ce que sera l'après Ariane 5. Est-ce qu'on va s'orienter vers on va continuer à envisager des lanceurs, j'allais dire jetables, c'est pas le mot. Consommables. Parce que c'est jetable d'ailleurs. Jetable aussi, oui. Ou est-ce qu'on va enfin se regarder si on peut faire des lanceurs réutilisables? L'exploration va certainement continuer d'être une puissante motivation pour aller dans l'espace et je pense que nous participerons aux grandes missions d'exploration habitée, que ce soit vers la Lune ou vers Mars. Et puis, comme je l'ai dit, de plus en plus, essayer de combiner
toutes ces données qui nous viennent de l'espace et d'autres systèmes pour fournir des services et des applications aux citoyens. Donc là, par exemple, un dessin, là malheureusement ce ne sont pas encore des photos, mais ça viendra, un dessin de ce que pourrait être la sonde qui observera la planète Mercure, et puis un dessin d'un astronaute ou une astronaute, j'arrive pas à voir, sur Mars. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le premier astronaute qui ira sur Mars est déjà né. Donc il ou elle est quelque part, sans doute à l'école, ou peut-être encore au berceau, mais il est déjà né, c'est certain. Et donc dans ce laps de temps, nous verrons l'exploration martienne. Mais je dirais, le plus important, c'est de se rappeler que la Terre et l'espace sont indissolublement liés. C'est-à-dire que comprendre l'espace, comprendre la formation de l'univers, c'est comprendre la Terre. C'est comprendre comment s'est formée la Terre, comment elle pourrait évoluer, quels sont les risques, éventuellement, qui la menacent. Utiliser l'espace, c'est améliorer la vie sur Terre, c'est offrir des services pour un prix, comme vous l'avez dit, qui reste quand même relativement modeste comparé à d'autres types de grandes infrastructures. Et puis, utiliser l'espace, c'est vraiment préparer l'avenir de la Terre. Voilà, je vous remercie.